Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce webinaire. Ce webinaire est le premier d'une série de 3 webinaires qui fait suite à notre mois de la data. Le mois de la data, c'était quoi? C'était 11 articles de blog et un livre blanc réalisé en partenariat avec notre partenaire Databricks. Notre thème du jour sont les 7 clés du succès d'un projet data. Notre webinaire durera à peu près 45 minutes et vous pouvez poser vos questions dans le chat de Livestorm et nous répondrons à la fin de notre webinaire à l'ensemble de vos questions. N'hésitez pas. Je suis Mathieu Klotz, CTO Data et IA de Celenza et expert Azure, et je suis accompagné aujourd'hui de Nicolas Maillard de chez Databricks. Bonjour tout le monde, Nicolas Maillard, je suis le directeur de Field Engineering chez Databricks et je me concentre sur toutes les parties IA, Spark et toute l'activation de la donnée chez nos clients. Aujourd'hui, nous allons parler dans ce webinaire de la donnée et comment l'activer ou comment la mettre au service de l'entreprise. Quand on parle de data, de big data, d'intelligence artificielle, de streaming, une phrase revient souvent depuis une 10-15 d'années, c'est la phrase Data is the new oil de Clive Humby, qui est un mathématicien britannique. Et cette phrase, comme toutes les phrases marketing qui existent depuis un certain temps, a beaucoup de façons d'être lue, mais elle est intéressante du point de vue de la donnée en tant que ressource qui a besoin d'être raffinée pour être mise au service de l'entreprise, un peu comme le pétrole, the oil, a besoin d'être raffiné pour être mise au service de la société. Dans ce webinaire, nous allons nous intéresser justement à ce concept de la donnée présente dans l'entreprise, mais inerte initialement, aux avancées technologiques de l'intelligence artificielle, du big data, qui nous permettent de la concentrer, d'en tirer une information pour améliorer le cycle de valeur de l'entreprise. Et finalement, le modèle opérationnel qui consiste à mettre l'ensemble de ces avancées au service des sachants de l'entreprise et dans la capacité de le mettre dans un mode industriel ou de le sortir en production. Aujourd'hui, toutes les entreprises, dans leur cycle de génération de valeur, génèrent de la donnée. Elles peuvent générer de la donnée à la fois pour faire du monitoring, de création, par exemple de machines-outils, pour arriver à améliorer ou à qualifier un processus de création. Elles peuvent générer de la donnée pour suivre un asset particulier, comme suivre son interaction et ses préférences de ses clients. Elles peuvent générer de la donnée pour des notions réglementaires, comme stocker l'ensemble des fiches de salaire ou l'ensemble des accès à un routeur pour des questions de cybersécurité. De ce point de vue-là, on génère énormément de données en volumétrie, mais aussi en termes de format. Les avancées technologiques, telles que l'intelligence artificielle, telles que le big data, nous permettent d'accéder à l'ensemble de ces données et finalement en créer des nouvelles corrélations, créer des nouveaux points de vue sur le fonctionnement de l'entreprise à un instant T et chercher des nouvelles compréhensions de patterns ou d'exemples d'activation de cette donnée au travers de différents départements. Et finalement, le modèle opérationnel, c'est bien là souvent qui est l'élément le plus compliqué, c'est comment utiliser cette nouvelle compréhension de la donnée, ces nouveaux outils informatiques pour en tirer une nouvelle compréhension et le mettre à la main d'équipes qui travaillent sur créer des nouveaux processus de valeur, créer des nouvelles entreprises, des nouvelles compréhensions du fonctionnement de l'entreprise, mais aussi le mettre dans le tissu opérationnel de l'entreprise pour l'emmener jusqu'en production et de la production lui permettre de rendre un service pour l'utilisation finale et les nouveaux cycles de valeur de l'entreprise. Merci Nicolas. Et donc, pour reprendre ce que tu dis, il y a 2 problématiques principales à avancer, qui sont le modèle opérationnel qu'il faut inventer sur la data et une data qui est actuellement inerte et qu'il faut réussir à donner vie. Pour traiter la problématique du modèle opérationnel, on arrive à notre première clé qui est d'abord quelle équipe former autour d'un projet data pour en assurer le succès. Mais avant de vouloir former une équipe, le plus important est de bien comprendre ce concept qui est que le data doit être au service du métier. Ça doit être une conviction de votre entreprise que la data est là pour aider le métier et que l'intelligence artificielle, la BI, ne sont que des moyens pour atteindre un objectif qui est aider votre métier. Aider votre métier à quoi? À répondre à une problématique. Si votre métier a la conviction que la donnée va lui être utile et que la donnée va lui permettre de répondre à un besoin, le métier fera émerger de lui-même son besoin et fera de lui-même émerger son projet. Le projet commence bien par un besoin métier et non par un besoin de l'IT et non amené par l'IT. C'est bien le métier qui doit être à l'initiative du projet et ça, ce sera le premier élément du succès. Pourquoi? Puisque si le projet répond à un besoin métier, il amènera forcément une adhésion de vos utilisateurs. Une fois qu'on a le projet, pour constituer du coup l'équipe. Actuellement, ce qu'on peut souvent constater dans nos entreprises, c'est que nous avons des équipes qui sont très silotées. Une équipe métier avec nos utilisateurs métiers, nos data analystes,
qui vont faire leur reporting, qui vont travailler ensemble pour essayer d'amener en tout cas de la data vise et pouvoir en tout cas visualiser leurs données. Pour réussir cela, ils s'appuient généralement sur une équipe de data engineering qui vont importer les données, qui vont les manipuler, qui vont les traiter, les qualifier, les normaliser, afin de permettre à vos équipes métiers de travailler. Et parfois à côté, ou parfois d'ailleurs dans l'équipe métier, nous avons une équipe data science qui, elle, va travailler aussi sur les données du data engineer pour essayer d'amener de l'intelligence artificielle, pourquoi pas de la prédiction ou autre, sur vos données. Le problème de ces équipes, c'est que tout silo amène des freins sur la communication, et si tout le monde travaille sur plusieurs projets en même temps, difficile d'amener une cohérence et difficile d'amener une vision à chaque personne sur le même projet. Comment régler cette problématique? Reprendre ce que l'on fait actuellement, notamment sur les projets de type web, les projets mobiles, les développements plus classiques, où on constitue des équipes produits, des feature teams, des pizza teams, peu importe comment on l'appelle, mais qui est constitué du coup du métier, qui est là pour piloter le projet, apporter une vision au projet, amener une cohérence au projet, et qui va s'appuyer sur un data analyst, un data engineer et un data scientist qui travailleront ensemble dans la même équipe produit pour amener votre projet au bout. C'est bien le fait que ces personnes soient réunies dans la même équipe qui va déjà éliminer un premier frein, qui est le frein de la communication. Nous avons une équipe, mais maintenant il faut qu'elle puisse travailler. Et avec quel processus? Là encore, la clé, elle se situe dans ce qui existe sur les autres types de modèles de développement. Encore une fois, application web, mobile ou tout autre. C'est le DevOps. L'objectif d'amener le DevOps à la data, c'est bien de fluidifier la création de valeur métier en favorisant la communication, mais aussi en favorisant les tests rapides, et d'éliminer du coup tous les facteurs perturbateurs avec une seule équipe qui travaille ensemble. Et qui travaille ensemble avec un process, qui est d'abord, on planifie ensemble les besoins métiers, on les développe, on les build. Ça, c'est le premier point. Le point important, c'est aussi de tester. J'y reviendrai par la suite, mais c'est important de tester notre donnée, de tester aussi notre application et voir si elle répond aux besoins. Si tel est le cas, on va la packager pour l'amener en production. Mais la production n'est qu'une étape. Une fois qu'on a mis notre application en production, il faut l'opérer. Il faut la monitorer. Plusieurs stratégies là-dessus. Soit c'est l'équipe qui va elle-même faire l'opération et le monitoring sur leur application de production, soit, et ça c'est souvent un modèle que l'on rencontre, nous avons une équipe tierce qui s'occupera de l'opération et du monitoring de votre application. Les deux modèles sont acceptables, mais ce qui est important surtout, c'est que votre équipe produit ait quand même une part de responsabilité dans l'opérationnel, de votre application. Pourquoi? En ayant en subissant entre guillemets les problématiques de vos utilisateurs, votre équipe sera capable de répondre au mieux aux besoins de vos utilisateurs. Il est donc primordial que votre équipe ait une part de responsabilité dans l'opérationnel et dans le monitoring de leur application. Qu'est-ce que ça va permettre? De collecter des feedbacks. Ces feedbacks, que ce soit les feedbacks d'infrastructure, des bugs ou autres, mais aussi les feedbacks utilisateurs, vont permettre de planifier de nouvelles features, de nouvelles fonctionnalités, de les développer, de les tester, de déployer, etc. etc. L'objectif aussi de rester dans des cycles courts. C'est le principe de l'agilité qu'on applique dans le DevOps, qui est de faire des cycles courts de développement, 2 semaines, 3 semaines, tout dépend de votre organisation, mais qui vont permettre de tester rapidement si nos features répondent à un besoin métier. Et potentiellement de supprimer des features qui ne servent à rien ou qui ne correspondent pas aux besoins réels de votre métier. Voilà donc le premier axe important, c'est le DevOps. Le DevOps, c'est donc un process connu, fiable, appliqué déjà dans de nombreux développements et qui est nécessaire d'appliquer à la data avec une seule équipe produit qui a une vision et qui va travailler en itération courte et opérer aussi en partie, en tout cas, enfin à minimum en partie, votre application de façon à avoir les feedbacks et améliorer continuellement votre application. Le DevOps, c'est une première réponse, mais ce n'est pas la seule et unique réponse. Il y a une autre réponse à apporter qui sont la réponse pour le packaging
et le déploiement et le suivi aussi de vos modèles de machine learning, qui sont des applications, mais des applications un tout petit peu à part. Et pour cela, je vais laisser la main à Nicolas, qui vous expliquera la troisième clé du succès, et aussi la quatrième en suivant. Merci Mathieu. Donc, un grand débat depuis très longtemps sur la différence entre l'intelligence artificielle et le machine learning, qui peuvent se comprendre comme des termes synonymes. Chez Databricks, nous considérons que le machine learning est justement la capacité de mettre en production, dans un processus opérationnel, la création de modèles dans la partie intelligence artificielle. De ce point de vue-là, la partie MLOps est l'extension naturelle d'un projet informatique qui intègre de l'intelligence artificielle, de la même façon que le DevOps est l'évolution naturelle d'un projet informatique qui intègre du développement pour aller jusqu'en production. Et donc, on va chercher à répondre à la même rigueur et aux mêmes principaux objectifs que l'on pourrait trouver dans du DevOps ou dans n'importe quelle résolution et mise en production d'un asset informatique ou d'un asset analytique de l'entreprise. Aujourd'hui, la partie intelligence artificielle et ML est une science relativement naissante en entreprise, pour autant relativement bien installée d'un point de vue modèle, d'un point de vue outil, mais en entreprise, dans sa capacité à la mettre en production, aujourd'hui nous avons énormément d'outils, énormément d'équipes avec leurs préférences, ce qui amène à, limiter un peu la partie collaborative, puisque qui dit plusieurs outils dit aussi une complexité de partager des best practices communes et des capacités de partager l'information. D'où la nécessité d'essayer de standardiser les outils ou en tout cas le modus opérationnel de l'outil. Casser les rigidités dans le sens à permettre aux différentes équipes dans toute l'approche MLOps, que ce soit la partie développement, data science ou mise en production, à ouvrir et à simplifier le partage d'informations et le partage de contexte analytique. La capacité à, de façon efficace, partager les résultats de chacune des itérations de travail, l'ensemble des résultats qualitatifs, l'ensemble des métriques de qualité d'un modèle pour pouvoir faire évoluer le modèle, choisir le meilleur modèle et le remettre en zone de travail quand on veut faire évoluer aussi la sortie et finalement le résultat que l'on va créer pour l'entreprise. Donc de ce point de vue-là, le MLOps est une extension naturelle du DevOps qui rajoute une équipe supplémentaire, comme le représente cette interface. La partie machine learning se concentre sur la capacité à partir de données à trouver l'ensemble des modèles, ou en tout cas l'ensemble des patterns, qui trouvent la logique de la construction de la donnée et la prédiction à partir d'un usage sur un résultat final. Elle va travailler avec la partie et les équipes de développement pour l'intégrer dans une logique classique de mise à disposition d'un asset analytique. De ce point de vue-là, vérifier que le modèle est cohérent, le packager pour pouvoir le dépasser, lui appliquer l'ensemble des tests unitaires et des tests logiques de développement informatique et le passer en mode release vers les équipes opérationnelles qui, elles, ont la charge de le configurer, de le faire tourner en production et de monitorer en permanence les résultats qu'il génère, à la fois en termes qualitatifs, est-ce que ce sont des bons résultats, mais aussi en termes opérationnels, est-ce que le système fonctionne et est-ce qu'il répond à la charge. De cette même façon, l'opérationnel va donc pouvoir planifier et travailler avec les équipes de développement et de machine learning la nécessité de mettre à jour ce modèle ou cet asset analytique, de recréer différentes évolutions et différentes réponses, donc de repasser vers le développement pour réacquérir la donnée, réapprendre le modèle et revenir vers l'équipe de développement et d'opération. Donc on est réellement sur une extension complètement logique d'un asset analytique en rajoutant cette notion de modèle ou d'intelligence artificielle pour accentuer ou accélérer les prises de décision des équipes humaines. Chez Databricks, le moteur MLflow, en tout cas le projet MLflow, qui est un projet open source, est vraiment notre vision de ce qu'ont besoin les équipes de machine learning pour mettre en production l'ensemble de ce travail de data science. Ce projet s'intéresse vraiment à 4 grands axes. Premier axe, la notion de projet. Pour pouvoir travailler sur un asset de machine learning, on a besoin d'un ensemble de données, à la fois de données, de métadonnées, peut-être même de dépendance informatique, qui définissent l'espace de travail et donc l'espace du projet. Ce projet va générer un ensemble de modèles qui eux-mêmes vont être générés soit de façon itérative pour améliorer le modèle à chaque étape ou de façon séquentielle en générant tout un ensemble de modèles pour chercher les meilleurs modèles et les meilleures réponses aux questions et packager ces modèles de façon à ce qu'ils soient déployables et réutilisables sans avoir une connaissance fine de la notion de data science vers les équipes de production. Tout ça ne fonctionne
qu'avec la partie tracking qui nous permet automatiquement, à chaque étape de création et de travail de l'équipe sur un modèle, de récupérer tous les indicateurs de qualité, tous les indicateurs opérationnels, et donc permettre aux différentes équipes qui ne travaillent pas nécessairement au même endroit au même moment, de pouvoir se concentrer et se partager l'information sur chacun des modèles, chacune des hypothèses de travail, chacune des hypothèses de qualité, et donc finalement décider quel est celui qui est le plus à même de répondre à la problématique initiale du projet. Enfin, tout ça finit dans la partie registre. Et la partie registre est vraiment la porte qui relie toutes les équipes développement et machine learning à gauche vers les équipes de production. L'ensemble des modèles rentre dans le registre qui permet à chaque modèle d'avoir un état de vie, soit en développement, soit prêt à aller en production, soit qui a besoin d'être retravaillé. Donc en fait, il partage vers l'équipe de production la connaissance de l'état actuel d'un ou des modèles relatifs au projet associé. Ce qui permet maintenant à l'équipe de production de venir prendre le modèle package dont on a parlé, au bon état de maturité en fonction de la problématique que l'on veut mettre en production, et d'être automatiquement mis à jour et recevoir l'information de l'équipe de développement de la mise à jour d'un nouveau modèle ou de l'évolution d'un nouveau modèle pour que l'équipe de production puisse le servir. On amène dans cette notion de serving des modèles toutes les évolutions classiques de type A/B testing, de type lissage et entrée en production simple des modèles, ce qui permet, en termes plus simples, de décider à un moment donné d'avoir deux modèles, l'ancien modèle en production, le nouveau modèle que l'on voudrait tester, et de permettre, grâce au registre, de distribuer les requêtes vers l'un et l'autre, et pendant un certain temps d'avoir une notion de double run, pour nous permettre de décider si finalement le nouveau modèle que l'on souhaite mettre en production est mieux ou moins bien ou équivalent à l'ancien modèle, et pouvoir décider d'à quel moment est-ce qu'on bascule complètement sur le nouveau modèle, par exemple, ou sur le nouveau projet. Et donc, de ce point de vue-là, on encapsule complètement le travail de data science et donc de machine learning dans des grands buckets de responsabilité qui nous permettent de bien comprendre la qualité d'un modèle et de bien le mettre en production au bon moment avec tous les outils de mise en production, de sortie de production, de retravail et de remise en production pour que chacune des équipes puisse faire leur travail en récupérant le modèle, mais aussi tout le contexte opérationnel, tout le contexte logique de mise en production, sans avoir besoin de dépendre de communication ou de documents, mais bien intégrer directement dans la logique analytique du projet, depuis le début jusqu'à la fin. Donc MLflow nous permet d'intégrer dans la logique de la science, dès le début, cette notion de mise en production d'un asset de machine learning. Quatrième clé, quelle est la solution la plus adaptée au contexte de l'entreprise? Et donc, question extrêmement large, extrêmement importante, auquel nous allons chercher à répondre d'un point de vue Databricks, d'un point de vue Data Lake, d'un point de vue Data Warehousing, sur les grandes logiques de modélisation et transformation de la donnée. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises fonctionnent sur la logique de Data Warehousing pour leur gestion de la donnée interne d'une entreprise. Le Data Warehousing ou les bases de données sont une approche qui existe depuis très longtemps. Oracle, on a fait vraiment un grand succès. Et elle se concentre essentiellement sur la notion de BI, Business Intelligence, et de reporting, donc capacité à créer des rapports sur un asset de données. Cette approche fonctionne extrêmement bien, mais elle a quelques limites dans sa genèse. Aujourd'hui, ce sont essentiellement des données structurées. Il y a extrêmement peu de support pour les nouveaux types de données type vidéo, texte ou PDF. C'est une approche qui se concentre sur la donnée structurée avec une notion relationnelle, donc de relation entre les données, ce qui n'est pas la même approche qu'une approche de data science qui cherche à itérer et à simplifier des équations mathématiques. Le warehousing a une notion d'acidité, de consistance de la donnée qui l'empêche de proposer des approches de streaming et de temps réel, puisqu'elle passe son temps à restructurer la donnée par rapport à l'existant. Et finalement, pour obtenir les performances que l'on attend pour un rapport à un nombre d'études de BI spécifiques, elle propose des formats de données fermés pour permettre d'offrir les bonnes performances. Cela fonctionne extrêmement bien, mais cela s'appuie sur un ensemble de logiques. Première logique, c'est que l'ensemble des données existantes vont être transformées au travers d'un processus dit d'ETL, données externes ou données opérationnelles, pour préparer le modèle de données de data warehousing et répondre aux rapports qui sont un nombre de requêtes et de logiques relativement définies. Pour toutes les autres types de requêtes, type data science, streaming ou vidéo ou texte, on aura tendance à sortir du data warehousing cette donnée pour l'emmener dans une zone de calcul plus à même de répondre à ce besoin-là.
Ce qui nous amène à la deuxième étape, le data lake, qui est sorti exactement de ce besoin-là. Nous avons beaucoup de nouvelles données non structurées ou de nouveaux types de calculs qui ne sont pas des calculs relationnels, type data science ou ML, qui ont besoin d'un endroit où on peut stocker l'ensemble de la donnée, sans biais ou prérequis initial de structuration, sur lesquels on peut faire tourner l'ensemble des processus de requête ou de transformation. L'approche data lake est extrêmement positive pour ce besoin-là, mais elle souffre elle aussi, dans sa genèse, de limitations dans sa création. Elle a relativement un mauvais temps de réponse sur la partie BI, en termes de performance. Elle est extrêmement complexe à structurer ou à intégrer, du fait même du nombre de technologies qui sont mises en jeu. Et finalement, la donnée n'ayant pas de prérequis, étant l'ensemble de données telles que reçues, nous avons assez peu de capacité à mettre sur cette donnée une notion de gouvernance, de qualité, de fraîcheur, de consistance de la donnée que l'on pourrait attendre à partir de data warehousing. Ce qui nous amène très souvent à réintégrer au milieu du data lake cette notion d'ETL, qui finalement, comme dans le data warehousing, a pour travail le besoin de structurer la donnée initiale du data lake pour une des couches ou de calcul final. Logiquement, l'ensemble des équipes se sont dit que la meilleure façon était réellement la coexistence. On a la partie warehousing qui s'appuie sur des données extrêmement structurées et des requêtes comprises en échange d'une très bonne performance. Et à droite, la nécessité d'avoir beaucoup plus de données dans beaucoup plus de formats pour chercher à trouver de nouvelles sources d'informations et faire tourner de nouveaux workloads type la data science. Et donc, très rapidement, on va chercher à faire coexister les deux au travers de cette couche de T dont je parlais avant, qui déplacera la donnée vers une zone ou l'autre en fonction du besoin ou de la finalité du requête ou du projet analytics. Cette approche cohérente, en tout cas logique, en réalité ne répond pas réellement au problème de fond. On va se retrouver, comme ici, sur un exemple de cette réalisation, sur une approche data science à droite, une approche data warehousing à gauche et à droite, et au milieu, tout un ensemble de technologies qui permettra à chaque équipe de pouvoir exprimer la logique de sa partie du contexte analytics global. Et finalement, on retrouve la problématique initiale, énormément de technologies à faire coexister, aucune notion de contexte analytique global, end-to-end, c'est-à-dire aucune capacité à comprendre quelle donnée va être ingérée pour quel résultat final. Et c'est finalement en charge aux équipes virtuelles et à chacune des étapes de garantir la sortie de cette donnée et de mettre en place les moyens de partager cette donnée et son contexte analytics avec la prochaine étape. Et donc, aucune vision globale de la donnée vers le résultat, et donc, in fine, aucune capacité à optimiser à la fois en termes de performance, en termes de qualité de données, en termes de ressources, le résultat, puisque le résultat n'est qu'en fait qu'une agrégation d'éléments morcelés, et c'est aux équipes d'en garantir chacune des sous-étapes. Chez Databricks, nous attaquons le problème d'un point de vue lakehouse. L'idée est de commencer tout en bas sur une notion d'un data lake cloud ouvert à l'ensemble des données, qui est infiniment scalable comme le cloud, qui stocke l'ensemble des données nécessaires, que ce soit structurées ou non structurées, sur lequel on vient créer une couche transactionnelle fiable, qui est le Delta Lake, qui permet d'ajouter les garanties qu'attendent les entreprises du point de vue couche de stockage, c'est-à-dire des garanties de fraîcheur de données, de consistance de la donnée, d'acidité si jamais c'est nécessaire, et aussi de structuration et de garantie de lecture d'une donnée cohérente. Sur le Delta Lake, nous venons créer le Delta Engine, qui est, in fine, le premier moteur multimodal, qui s'appuie sur Spark, qui lui-même avait été créé avec cette idée en tête de pouvoir faire des calculs en Python, en SQL, en R, en Scala, en Java. Ce que Delta Engine vient ajouter en plus, c'est cette capacité de discuter avec le Delta Lake pour comprendre la nature de la donnée, les caches, les garanties de cohérence de données, et faire le choix du meilleur mode de calcul, d'où cette notion multimodale, du BI qui a besoin d'énormément de performance et qui peut s'attendre à avoir de la donnée cachée pour une itération rapide, d'une analyse de streaming qui a besoin de lire la dernière donnée, pas la donnée cohérente, mais la donnée la plus proche dans le temps, d'une approche data science qui a besoin de distribuer un calcul pour lisser une équation mathématique. Et c'est le Delta Engine, et donc Spark, qui vont être capables de lier à la fois la connaissance de la donnée et la connaissance de l'usage final. Et tout en haut, une plateforme pour l'analyse contextuelle qui permet de mettre au service de chacune des équipes le meilleur outil
tout en gardant cette cohérence de l'analytics, du contexte analytics complet. C'est-à-dire que mon équipe de data engineering peut être en train de voir de la donnée arriver et de garantir l'arrivée de ma donnée dans le Delta Lake, soit en streaming, soit en batch. Je peux avoir une équipe de data science qui est en train de créer des modèles sur cette donnée, au même moment où on travaille en partenariat avec une équipe de BI qui cherche à poser des questions à cette donnée d'un point de vue statistique, mais qui voudrait aussi peut-être pouvoir intégrer des modèles pour pouvoir générer de la prédiction ou générer des informations complémentaires à cette notion de données BI. Et finalement, si ce modèle fonctionne de façon cohérente et apporte la valeur, être capable de le mettre dans la partie machine learning pour le ramener en production. Et l'ensemble est intéressant puisque ça me permet d'avoir chacune des équipes qui travaillent dans un contexte qui est natif, qui du SQL pour le BI, du Scala pour la partie analyse, du Python pour la partie data science et de MLflow pour la partie deep learning ou pour la partie machine learning. Mais le tout dans un contexte que Delta Engine contient de bout en bout et sur lesquels il peut faire des choix d'optimisation en termes de ressources, en termes de données cachées, aux différentes étapes de calcul et dans le partage de l'information pour l'étape supplémentaire. Donc, mon modèle BI peut avoir préparé toute la donnée dont j'ai besoin pour que maintenant le modèle de data science puisse prendre les colonnes et en faire une prédiction pour créer une nouvelle colonne dans la table de BI avant d'enfin finir la partie machine learning. Merci Nicolas. Nous avons donc vu dans ces 4 premières clés comment constituer une équipe autour de votre projet data, comment elle va travailler grâce au DevOps, et plus particulièrement sur le MLOps dans le cadre de projets contenant du machine learning. Nous avons donc vu aussi sur quelle architecture va s'appuyer votre équipe pour mettre en œuvre votre projet. Reste maintenant à donner vie à votre donnée, à amener au métier la visualisation sur votre donnée. Cela passe par une première étape qui est d'organiser la donnée dans notre data lake, que cette donnée vienne en batch ou en temps réel. Dans la littérature, notre data lake est généralement découpée en 3 sections et nous, dans notre conviction, nous proposons de conserver ces 3 zones dans vos data lakes. Ces 3 zones sont lesquelles? La première est la zone bronze. Cette zone bronze, c'est là où toutes vos données brutes vont arriver. Que ce soit par un process d'ETL ou par du temps réel, vos données brutes vont arriver dans cette zone bronze. Votre data engineer va consommer votre zone bronze et appliquer sur ces données des jointures, des transformations pour amener votre donnée au format Delta Lake dans une zone argent. Quand je dis jointure transformation, l'objectif, c'est quoi? C'est pas de transformer la donnée, il n'y a pas d'agrégation. Dans la transformation de données, ce que j'appelle transformation, c'est simplement changer le typage de vos données, par exemple, normaliser une date pour que toutes les dates soient exprimées au format UTC. Par exemple, avoir les emails qui soient tous formatés de la même façon, etc. Voilà ce que j'appelle des transformations sur la donnée. Ça reste des transformations simples, mais finalement, ce que nous avons dans la zone argent, cela reste votre donnée brute. Votre projet, après, derrière, va s'appuyer sur les données présentes dans la zone argent, et uniquement en lecture. Ils vont s'appuyer sur ces données pour faire quoi? Des agrégations, dans le cadre de projets de data viz. Et dans le cadre de projets de machine learning, vos data scientists vont s'appuyer sur cette zone argent pour concevoir leur modèle de machine learning. Notre data lake est organisé, mais maintenant il faut l'alimenter. Et il y a un pattern qui répondra à l'ensemble de nos use cases, qui est le pattern de la lambda architecture. Ce pattern va permettre de répondre à 2 use cases, le traitement des données en batch, ça c'est le premier use case, et le deuxième use case, c'est le traitement des données en temps réel. Nos données vont arriver dans un hub de données. Le hub de données peut être une base de données, peut être un compte de stockage, peut être un hub de type Kafka, peu importe. Et dans le premier use case, notre TL va orchestrer le fait de mettre les données dans la zone bronze, d'effectuer l'ensemble des jointures et transformations pour alimenter notre zone silver, et les agrégats nécessaires au projet pour alimenter après la zone gold qui va être consommée par nos parties reporting ou autres. Dans le cadre de données temps réel, notre moteur de calcul, ici Databricks Spark, va consommer notre hub de données en temps réel, faire des agrégations immédiatement et pousser le résultat de ces agrégations en temps réel dans la zone gold, de façon à ce que ces données soient disponibles en temps réel dans vos reporting. Nous avons donc une architecture. Maintenant, ce qui est important d'amener aussi, c'est une fiabilité à votre donnée.
il faut que votre métier soit sûr et certain que la donnée qu'il voit et qu'il consomme est une donnée fiable. Comment garantir la bonne qualité des données stockées et traitées afin de maintenir la confiance des utilisateurs? Car c'est là le défi, c'est de maintenir la confiance des utilisateurs dans votre application data. Qu'est-ce qu'on appelle avoir confiance dans la donnée? Déjà, c'est répondre à 3 questions, qui est: est-ce que j'ai le volume de données nécessaire et prévu pour mon application? En gros, est-ce que mes données sont présentes? Est-ce que j'ai reçu l'intégralité des données que j'avais prévu de recevoir? Est-ce que mon typage de données est correct? Cette question est primordiale. La donnée, c'est quelque chose qui évolue dans le temps et potentiellement le type de nos données vont changer. Donc il faut absolument tester le typage de nos données pour être sûr et certain, par exemple, qu'une date qui nous est passée sous une chaîne de caractères, soudainement ne soit pas passée en entier. Et dans ce cas-là, si elle est passée en entier, potentiellement tous nos calculs de date seront derrière erronés. Et enfin, une troisième question auquel il faut répondre, c'est comment régler nos aberrations des règles métiers. Quand je parle d'aberrations sur les règles métiers, prenons un exemple, est-ce que mon stock est négatif ou pas? Un stock négatif sur un produit, on comprend, c'est une aberration. Un stock ne peut pas être négatif. Il peut être que à 0 au minimum ou positif. Voici ce genre de questions auxquelles il faut répondre et garantir la qualité des données, c'est vraiment l'enjeu majeur pour que les métiers et les utilisateurs de votre reporting aient confiance. S'ils ont confiance, ils resteront sur votre application. S'ils n'ont pas confiance, ils n'utiliseront pas votre projet. Tester, ça veut dire quoi? Tester donc du coup sur 3 questions, le volume de données, le type et les règles métiers. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est tester le volume de données. C'est ce qui est le plus rapide à développer et le moins coûteux du coup. Tester le typage de votre donnée au fur et à mesure du cycle de vie de votre donnée apporte un niveau de fiabilité supplémentaire, mais c'est un tout petit peu plus important à développer. Et enfin, les règles métiers sont, à mon sens, les règles les plus importantes à développer et qui apportent le plus de précision aussi dans vos tests et qui vont vous permettre deux choses. Un, de garantir au métier que vos données sont fiables, ça oui, basé sur des règles métiers, mais aussi dans le cadre d'applications de machine learning, de pouvoir expliquer les choix faits par votre modèle. Votre modèle a répondu oui ou non à une question. Pourquoi? C'est grâce à l'implémentation de règles métiers et de tests métiers sur vos modèles que vous pourrez comprendre la réponse de votre modèle. On a donc des données dans le data lake qui sont testées et qui sont fiables. Maintenant, la dernière clé, c'est bien sûr d'amener notre donnée au métier, de rendre cette donnée visible et compréhensible au métier. Cette compréhension de la donnée va passer par le storytelling. Et là, le storytelling va d'abord s'appuyer sur votre donnée. Votre donnée, il faut amener un premier niveau d'éclaircissement au métier. Et ce premier niveau d'éclaircissement va passer par des visuels. Il y a de nombreux outils pour faire des visuels sur votre donnée. On a Power BI, on a Redash, Tableau, etc., etc., qui vont permettre en fait à votre métier d'avoir un premier éclairage sur la donnée, des KPI bien positionnés, des KPI précis et courts, des barres graphes, etc. Mais ça ne suffit pas à votre métier pour bien comprendre le pourquoi et le comment de ces valeurs. Il est donc important d'expliquer la donnée. Et là-dessus, il faut ajouter une couche de narration. Les outils qu'on utilise actuellement, Power BI, Redash ou autres, c'est pas eux qui vont amener cette narration sur la donnée. C'est bien votre data analyst qui doit concevoir ces rapports, mais qui doit aussi amener des éléments textuels supplémentaires sur vos rapports pour amener une narration sur vos données, pour expliquer les données au métier. Lorsque l'on a les visuels d'un côté et la narration, donc que l'on a nos données de visibles et clairement visibles, et qu'en plus on sait expliquer les valeurs affichées, on va engager le métier. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est utile et ils viendront régulièrement sur votre application. L'objectif d'un report reste d'amener de la décision. Si vos utilisateurs utilisent votre application, que les données sont claires et qu'en plus elles sont bien expliquées, et bien derrière ils pourront prendre des décisions et pourront amener du changement dans votre organisation, ils pourront répondre à leurs problématiques et à leurs besoins. Voilà donc pour cette partie storytelling. Encore une fois, le storytelling, les outils apportent une part
de réponse qui sont les visuels, mais la partie narration, c'est bien à votre data analyst de faire tout ce travail pour amener une logique, un sens à vos données. Nous avons donc brossé l'ensemble de nos clés de succès, ce qui va amener votre projet à la production. Si nous devions considérer qu'est-ce qui amène le succès du coup dans votre application, premièrement, et le plus important du coup, l'humain, une équipe constituée ensemble avec le métier, les data analysts, les data engineers et les data scientists qui travaillent dans la même équipe et qui partagent la même vision, qui utilisent des process connus et robustes qui sont le DevOps et les MLOps et qui vont leur permettre, de développer rapidement, mais aussi d'opérer leur application. Une architecture simplifiée qui va à la fois permettre à l'ensemble de nos acteurs de travailler sur les mêmes outils, mais aussi simplifier la sécurité, le réseau au sein de notre infrastructure. Un pattern d'alimentation, la lambda architecture, qui répondra à l'ensemble des use cases possibles de vos projets data, des données qui sont testées pour garantir la fiabilité à vos utilisateurs, et cette fiabilité, encore une fois, est importante, c'est ce qui va amener de l'adhésion à vos projets, et enfin un storytelling percutant, qui à la fois amène des visuels simples et percutants, et une narration qui permet d'expliquer la donnée, ce qui amènera de l'adhésion à vos utilisateurs et les amènera à appliquer des décisions. Gartner disait en fin 2019 que 80% des projets data sont en échec et seulement 20% réussissent. Notre conviction, c'est qu'en appliquant ces 7 clés du succès, nous inverserons la tendance et nous amènerons plutôt 80% de succès sur vos projets data et 20% d'échecs. Je vous propose du coup maintenant de répondre à vos questions et n'hésitez pas si vous avez besoin de tout éclaircissement sur n'importe quelle de ces clés.